Bon, nouvel épisode. Nouvel épisode. Encore un. Aujourd'hui, petit épisode pour expliquer quelque chose qui pose problème à un grand nombre de personnes dans cette société par rapport à la mode. La Fashion Week. La Fashion Week. Aujourd'hui, on casse le mythe. On va tout expliquer normalement. En même temps, il n'y a pas non plus... Il n'y a pas grand-chose non plus 50 000 trucs. Mais on va tout clarifier au maximum pour que tout le monde comprenne. On va tout reprendre à zéro. Tout ce que vous voulez savoir sur la Fashion Week. Et sachez que c'est pas grave si vous ne savez pas. Si tout le monde savait tout, on n'aurait rien à faire. Le Voilà. but, c'est justement de pouvoir centraliser les informations à un endroit et que vous puissiez y revenir quand vous en avez besoin. On s'est dit qu'expliquer la Fashion Week, c'était quand même quelque chose. Puisqu'on a H24 des questions dessus. Quand il y a la Fashion Week dans la rue, tout le monde est en mode, mais c'est quoi la Fashion Week? Mais c'est tout le temps la Fashion Week. Mais je te propose qu'on commence maintenant. Ouais, c'est parti. Bah non, on y va. Bon, jingle. Il n'y en a pas. Alors, on va contextualiser un peu tout ça. Fashion Week, qu'est-ce que semaine c'est de la mode en français. Pour les non-anglophones, on a traduit pour vous. C'est un événement international. C'est un cycle d'événements internationaux. Exactement, un cycle, un très bon mot. C'est un moment où les maisons et les créateurs de mode présentent leurs collections pour les saisons à venir. C'est des défilés ou des présentations Exactement. qui sont organisées généralement et de manière historique dans les 4 grandes capitales dites de la mode. Paris, Milan, New New York, Londres. Londres, oui. T'allais dire Tokyo? Non, ouais, Tokyo, ouais. Ouais, mais non. Ouais, je sais, elle est pas dedans. Loupé. Mais c'est vrai qu'on a beaucoup d'autres villes. Bah. Ça s'est popularisé et on a beaucoup de trucs un peu de subculture qui se font comme ça. Exactement. La Fashion Week rythme le calendrier mode en 2 grandes périodes. Ouais. Automne-hiver, printemps-été. Mais c'est plus une seule printemps, une seule été. Oui, il y a hommes et femmes, Voilà, bien évidemment. effectivement. Et en plus de ça, on a une spécificité, nous, à Paris, car on adore être différent des autres. On accueille aussi Fashion Week couture, donc automne-hiver, printemps-été. Voilà. Et c'est destiné évidemment au public, aux acheteurs, à la presse. C'est vraiment un événement, mais de communication. C'est du marketing, c'est de Exactement. la com. C'est un moment où le monde entier a les yeux tournés vers les podiums. C'est un peu un théâtre éphémère pour la mode. Et chaque marque a pour rôle de raconter une histoire, normalement. Normalement. Mais en tout cas, chaque marque doit raconter une histoire avec son défilé, puisque c'est un peu ce qu'on va appeler le concept marketing du storytelling, qui permet de créer une histoire auquel les acheteurs peuvent s'identifier. Il y en a un tout qui ça. le fait bien, c'est storytelling. Voilà, donc pendant quelques jours, ça va de 4 jours à 5, 6. 8. 8. Bah, la Ah oui, pour les Fashion Week femmes. Bref, une dizaine de jours. Une dizaine de jours. Et parfois, elles s'enchaînent. Voilà, Donc, parfois il y en pendant a 3 semaines, à la suite, comme ça. Oui, et donc pendant ces jours, les villes, donc principalement, on vous l'a dit, les 4 grandes villes, deviennent des centres névralgiques de la mode, sachant que comme il y a 4 grandes villes, qu'il y a 4 Fashion Week par an, ça dure Ça y va. un mois la Fashion Week en général. Ouais. Donc ça veut dire que ça dure 4 mois la Fashion Week pour les grandes villes, plus haute couture, on rajoute 2 semaines. Donc c'est pour ça que pendant 6 mois de l'année à peu près, on est dans la Fashion Week, tout simplement, puisque au-delà des grandes capitales, on va avoir, on l'a dit, les plus petites, et cumulées, on est à peu près sur 6 mois de Fashion Week. Et d'ailleurs, c'est pour ça que vous êtes tout le temps là en mode ah, il y a beaucoup de Fashion Week, il y a tout le temps la Fashion Week, machin, etc. Parfois, c'est pas à Paris. C'est vrai qu'on la voit sur les réseaux, on la voit tout le temps, machin, etc. Mais c'est parce qu'en fait, il y a les autres villes en même temps qui les font. Oui. Et c'est pour ça qu'on dit que pendant un mois, parfois, il y a la Fashion Week. Parce que pendant un mois, il y a toutes les On grandes enchaîne villes. de On ville en enchaîne. ville. Exactement. D'ailleurs, ces événements, ils sont devenus totalement incontournables. On a d'ailleurs le Business of Fashion qui, en 2019, a comptabilisé plus de 400 Fashion Week en une année. Ah bah, ils avaient l'énergie. Ouais. Bon, bonne chance à toutes les personnes qui ont taffé sur ces Fashion Week. D'ailleurs, on pense à toutes les personnes qui taffent toutes les petites personnes et tout, sur les Fashion Week, que ce les soit... petits métiers. On en parlera de toute façon dans la suite, mais les techniciens, Ouais. les photographes, les gens qui placent, tout ça. Vraiment, on pense à vous. Plein de love sur vous. On sait que c'est pas facile. Les photographes aussi devant les shows. On a toute notre team. On pense fort à vous. Pense à vous. Voilà. Dans sa forme classique, la Fashion Week consiste en une succession de défilés pendant lesquels les créateurs et les maisons vont dévoiler leur nouvelle collection. Donc, vous voyez, à l'époque, nous, on se tapait toutes les journées On faisait de 8h à 22h. à Paris, c'est de 9h. Ouais, c'est 9h. En général, le matin, ça commence entre 9h et 9h30, parfois 10h. Et ça finit vers 21h à peu près. Le dernier défilé commence à 21h. Sans compter les after-shows et les machins. Voilà. Mais globalement, c'est ça un calendrier de Fashion Week. Et globalement, il y a un défilé toutes les heures. Parfois, quand c'est très serré, à une époque, c'était extrêmement serré, c'était une demi-heure de latence. Et de temps en temps, quand il y a des grosses maisons, on laisse en général 2 heures entre 2 shows, puisqu'on sait que ça va être en retard. Au-delà, on n'en a pas parlé, mais bien évidemment, c'est un peu hors Fashion Week, mais c'est un truc dont il faut parler. Au-delà des défilés de Fashion Week, on va avoir aussi ces mers de monstres que sont les croisières, les croisières, les machines, les resorts. enfin bref, toutes ces conneries-là qui servent aussi, et là pour le coup, uniquement à du marketing et à de l'économie, mais clairement pas à la mode. Ça sert à rien. C'est Ça inutile. sert à rien. Voilà. De toute façon,
vous pouvez les regarder, ils sont d'un ennui mortel. Inutile. Ça ne sert à rien. Mais il De faut la qu'on- télé-réalité Voilà, de mode, vraiment. en fait. Mais inutile. Au-delà de la mode, qui est un petit peu quand même le cœur de la Fashion Week, elle reflète et anticipe des mutations sociales et culturelles, puisqu'elle incarne les enjeux actuels comme l'inclusivité, la diversité, la durabilité, les questions d'éthique. Elle suit les mouvements sociopolitiques. Exactement. Et il y a aussi ce truc de donner une visibilité à des créateurs et des cultures auparavant très marginalisées. Il y a notamment l'exemple de la Fashion Week Africa à Paris. Et c'est un lieu où s'expriment et se confrontent extrêmement souvent tradition, modernité, innovation. Et ça explique son importance non seulement pour l'industrie, on le disait, le côté marketing, mais aussi dans la culture contemporaine, puisque la mode est vraiment un phénomène culturel extrêmement important. Et c'est accessible à personne, puisqu'il faut bien rester entre élites et faire de l'endogamie. Exactement. Sinon, la mode, qu'est-ce que ce serait? Après, vous pouvez venir devant. Voilà, faites comme nous. On est très drôle, ceci dit. Oui, c'est vrai. On pourrait vous divertir. La notion de Fashion Week, on va le dire après, mais est un peu tardive. Si vous regardez cette vidéo, vous avez peut-être regardé la vidéo sur l'histoire des défilés qu'on a faite. Vous savez que le concept même de Fashion Week est tiré du fait qu'on fasse des défilés et notamment de ce qui s'est passé avec Charles Frederick Worth, et que c'est pour ça que Paris est considéré un peu comme le berceau de la mode et notamment de la Fashion Week, parce que c'est grâce à Frederick Worth et les héritiers après, Poiret et compagnie, que Paris est devenu vraiment mondialement connu comme étant la capitale de la mode. Paris est considéré comme le berceau de la mode puisque c'est en grande partie grâce à son rôle pionnier dans l'institutionnalisation de la haute couture, mais aussi de la présentation des collections et de l'industrialisation avec les techniques de fabrication. Mais c'est surtout à partir du XXe siècle que Paris s'est affirmé comme capitale mondiale de la mode grâce à des maisons emblématiques comme Dior, Saint-Laurent, Balmain, j'évite de la citer. Et ces créateurs ont profondément influencé l'esthétique des codes vestimentaires mondiaux. On a Vionnet ou Poiret qui ont révolutionné le confort et la silhouette féminine. On a bien évidemment Christian Dior avec le New Look. Et Saint-Laurent qui a en partie permis de populariser le concept de prêt-à-porter, même si ça arrive après avec Cardin. Et c'est cette dynamique-là avec tous ces créateurs-là qui ont fait de Paris un foyer d'innovation. C'est pour ça que la Fashion Week de Paris est toujours plus longue que les autres, que c'est là où il y a les gros défilés entre guillemets, c'est là où il y a les plus grosses maisons, c'est là où on va avoir les plus grosses stars, les plus gros machins. C'est à cause de cette histoire, de cette tradition-là. De toute façon, on y reviendra après, mais chaque grande ville de Fashion Week a des spécificités. On parle du XXe siècle, et c'est d'ailleurs en 1943 que la Press Week est nommée. Donc c'est l'avant Fashion Week, et elle est nommée par une femme, Eleanor Lambert. Donc c'est une figure majeure de la mode de ces temps-ci. Elle a organisé du coup la Press Week pour promouvoir les créateurs, donc à l'époque états-uniens, pendant que l'Europe était en guerre. Oui, c'est une figure influente des relations publiques et grande promotrice des arts aux États-Unis. Paris, la capitale de la mode, est occupée, donc du coup, ces défilés sont annulés. C'est impossible pour les acheteurs et la presse internationale de se rendre à Paris, et donc c'est pour ça que les créateurs états-uniens, qui souvent étaient relégués au second plan, vont se servir de ce moment-là, de cette opportunité-là pour pop-up, et on a vraiment ce truc d'une occasion qui est assez unique pour eux. Et pour revenir un peu plus tard dans le XXe siècle, c'est en 1970-80 que le terme Fashion Week est déployé et utilisé à Paris. Et c'est notamment grâce en fait au voyage et à la presse. Pour revenir sur les États-Unis, la manière dont on aborde la Fashion Week maintenant, c'est vraiment plutôt eux qui l'ont standardisé. L'idée était extrêmement simple pour la Press Week, c'est inviter des journalistes de mode, notamment ceux issus des grands magazines comme Harper's et Vogue, à découvrir cette nouvelle collection. Et c'est la première fois qu'on fait ça en fait. Si vous avez suivi la vidéo sur l'histoire des défilés, on en parle, on disait que la presse n'est pas invitée dans les défilés, et c'est notamment la Press Week de New York qui va faire que les journalistes sont invités. Donc tu le disais, Paris en 70, Milan, elle, officialise en 79, et Londres c'est en 84, donc beaucoup plus tard que toutes les autres. Milan commence à se démarquer dans les années 50, puisque l'Italie connaît un essor économique assez important. L'industrie du textile et le savoir-faire artisanal se structurent. Il y a un style italien qui se met véritablement en place. Tout premier défilé de mode sont organisés à Florence, d'ailleurs là où était vraiment la capitale de la mode, notamment pendant tout le Moyen-Âge. Rapidement, Milan est désigné puisque c'est le centre économique et industriel qui prend le relais, notamment vers la fin des années 50. Pour ce qui est de Londres, donc je le disais, c'est vers le début des années 80, mais la scène mode de Londres éclate dans les années 60. À cette époque, on va avoir la montée de la jeunesse Swinging London, que vous connaissez peut-être. On va avoir des créateurs avant-gardistes comme Marie Kant qui vont émerger. Marie Kant, créatrice de la mini-jupe. Et ça va imposer un style assez audacieux
audacieux, c'est ce qui va caractériser Fashion Week de Londres, c'est l'idée de créateurs beaucoup plus audacieux. On voit, c'est resté ancré un peu dans la culture. Ouais. On a vraiment l'idée d'une mode excentrique, capable de lancer des tendances underground. On l'a vu notamment beaucoup avec notre grand Alexander McQueen. Londres prend un petit peu la réputation de laboratoire d'idées. Et c'est vraiment à partir de ces concentrations de Press Week, ensuite Paris, ensuite Milan, Londres, que le terme de Fashion Week va se démocratiser réellement. Aujourd'hui, le terme du coup Fashion Week, tous les pays entre guillemets longs, que ce soit de Séoul au Lagos, de Copenhague à Sao, chaque grande ville veut sa propre Fashion Week en signe de prestige. Le rayonnement culturel, on en a déjà parlé. Et de connexion avec le monde global. On a environ 140 éditions de Fashion Week dans le monde. Et donc, c'est vraiment des vitrines de l'innovation et de la diversité du secteur. Et ça devient un rendez-vous vraiment universel de la création. C'est un petit peu comme vous voyez les salons des technologies ou je sais pas quoi. C'est pareil pour la mode. Tout le monde veut montrer son rayonnement culturel. C'est le soft power. On en parle tout le temps, mais parce que c'est hyper important. La Fashion Week, c'est un soft power. Et donc, ils ont besoin de ça pour pouvoir rayonner culturellement à l'international. On va faire un petit focus sur notre bonne vieille capitale qui est Paris. La structuration formelle de la Fashion Week parisienne, avec la première édition officielle organisée en 73, tu l'as dit, par la Fédération française de la couture, en même temps que la bataille de Versailles. Donc, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est la bataille de Versailles, ce n'est pas une guerre. Ça fait référence à un événement historique majeur qui s'est tenu le 28 novembre 1973 dans l'Opéra Royal du château de Versailles. Initialement, c'est conçu comme un gala caritatif pour financer la restauration du château. Et c'est un défilé de mode qui est resté mythique dans l'histoire. Pendant cette soirée, on va avoir 5 grandes maisons françaises, Saint-Laurent, Cardin, Dior, enfin voilà, qui affrontent 5 maisons de couture états-uniennes. Et du coup, ça se transforme un petit peu en démonstration de pouvoir. Là, on est vraiment dans du soft power, dans de la diplomatie, dans des relations internationales, où on va affronter un peu une démonstration de créativité, du spectacle. Et d'ailleurs, la mode états-unienne s'est beaucoup fait remarquer à ce moment-là. Et c'est d'ailleurs à ce moment-là on va voir naître de plus en plus le Made in USA, qui était très peu présent avant sur les vêtements, puisque c'était pas un signe de prestige. Bataille-là va redonner du prestige à la mode états-unienne. Non pas que la mode française s'est inclinée, mais c'est juste que c'est un événement hyper important. Et donc, on a une mise en lumière sur la mode états-unienne. Et depuis ce moment-là, Paris a conservé un rôle prestigieux, donc à la fois son héritage culturel, on le disait avec les anciens créateurs, mais aussi cette petite nouveauté avec la bataille de Versailles, et elle est centrale dans le calendrier mondial, et puisqu'on le disait, elle détient aussi l'exclusivité, bien évidemment, de la mention haute couture. Au départ, c'était réservé aux professionnels, la Fashion Week. Aujourd'hui, elle s'est vachement démocratisée, et c'est devenu un spectacle culturel. Elle génère des retombées économiques majeures. Donc, on a déjà la Fédération de la haute couture, qui estime la Fashion Week, en tout cas la Fashion Week parisienne, à plus de 1,2 milliard d'euros à la capitale à chaque édition. La Fashion Week génère des retombées directes et indirectes très importantes. La Paris Fashion Week attire environ 200 000 visiteurs par édition et génère près de 750 millions d'euros pour l'économie locale, incluant hôtellerie, restauration, transport, commerce. Donc ça, c'est par édition, donc on en a 6. À New York, ce chiffre avoisine les 600 millions d'euros. À Londres, on est sur environ 320 millions d'euros. Et pour ce qui est de Milan, on est près des 280-300 millions d'euros. Et donc, ces événements dynamisent fortement les économies locales et ça permet de créer aussi de nombreux micro-emplois qui stimulent l'attractivité des villes, notamment avec les hôtels. Mais son importance, bien évidemment, ne se limite pas que aux chiffres, puisqu'elle va façonner les tendances mondiales. Ça va vraiment servir de vitrine et peut-être éventuellement à des vitrines politiques, sociologiques, donc avec le féminisme, la diversité, la durabilité, évidemment. Et ça influence, bien évidemment, aussi la façon dont on va avoir un rapport avec les réseaux sociaux, puisqu'ils sont diffusés absolument partout. Le contexte socio-économique et technologique a vraiment favorisé l'institutionnalisation de la Fashion Week. Ça repose sur plusieurs facteurs clés qui ont rendu possible la structuration et la diffusion. On va avoir en premier temps l'industrialisation et la production de masse, notamment avec l'essor industriel du 19-20e, qui ont permis une production de textiles en plus grand nombre, et notamment en faisant émerger le prêt-à-porter, ce qui a permis aussi le développement de la Fashion Week, puisque sans prêt-à-porter, il n'est pas sûr que la Fashion Week eût existé, en tout cas autant que maintenant. On va avoir l'essor des médias spécialisés, donc CF, notre vidéo sur l'histoire de la presse si vous voulez apprendre plus d'informations, et la télévision ainsi que les réseaux sociaux, t'en parlais, qui ont permis de donner une visibilité assez énorme à ces moments-là, et donc ça a transformé la Fashion Week en un
moment médiatique de la pop culture hyper important. On va avoir les progrès dans les transports qui vont aussi permettre une facilitation, puisque on va avoir des transports aériens beaucoup performants, permettre de voyager entre les grandes capitales, New York, Paris, Londres, Milan, ainsi que d'attirer un plus grand public beaucoup plus divers. On en parlait, les dynamiques économiques urbaines, tu le disais, 1,2 milliard par an pour la Fashion Week de Paris, ce qui est énorme, rendez-vous compte quand même. On pas à nous, mais... Bon. Oui, malheureusement, que à l'État. Voilà, je vais vous parler de Valérie Steen, qui est une historienne, qui a dit par rapport à la Fashion Week et la façon dont c'est consommé aujourd'hui, et par rapport à tout ça, que la Fashion Week est à la fois un rituel commercial et une performance artistique. Elle est le point de rencontre entre le rêve et le marché. Et donc, la Fashion Week répond à de nombreuses utilités et elle existe pour des raisons particulières. On va avoir la raison pour les créateurs de la Fashion Week, c'est avant tout une vitrine, on le disait. C'est l'occasion pour eux de présenter leur collection. Ça sert un petit peu de test grandeur nature pour les créateurs pour voir si le public va aimer et consommer. C'est un levier puissant aussi pour accroître leur notoriété et asseoir leur réputation dans la mode. En général, quand tu restes pas longtemps en Fashion Week, c'est un peu chaud. Mauvais signe. C'est un peu chaud. Pour les marques, au-delà de la mise en avant artistique, qui n'est plus trop la préoccupation des marques ces derniers temps, c'est une volonté de construire une image et d'affirmer un savoir-faire particulier, ainsi qu'une identité. Et ça permet aussi de générer des retombées économiques importantes. Pour les acheteurs professionnels, c'est une étape clé pour anticiper notamment les tendances à venir. Ça permet aussi pour certains de passer des commandes. Pour la presse et les influenceurs, c'est une source de contenu pour la diffusion d'images, de vidéos, enfin toute la création de contenu quoi. Et ça permet aussi pour eux de comprendre les tendances qui vont venir. Donc forcément, ça permet d'influencer les modes de consommation de la société puisque la presse et les influenceurs servent à influencer la consommation des gens. Les bureaux de tendance. Et pour la société, c'est vraiment l'idée de diffuser des tendances beaucoup plus globales. Ah, et aussi très important, et ça notamment nous on en a fait les frais, je sais pas comment dire ça, c'est trop négatif fait les frais, mais la Fashion Week agit comme un carrefour de rencontres et donc ça permet de créer un réseau, de se faire des contacts. Oui, effectivement, on n'en a pas fait les frais, on a tiré des bénéfices. Voilà, on a tiré des bénéfices. C'est vraiment un lieu d'échange, ce qui est important si jamais vous êtes invité à un défilé. N'hésitez pas à vous présenter aux personnes qui sont autour de vous, n'hésitez pas à lancer la conversation, c'est très important. Même si elle est froide, c'est pas grave, vous au moins vous aurez fait le pas de lancer la conversation. Parlez avec les gens, on a déjà parlé dans d'autres épisodes. Parlez aux gens, tous les gens, n'importe qui. La personne qui vous amène à votre siège, respectez-la, genre déjà de 1 parce que c'est un être humain, et parce qu'en plus elle se trouve dans 2 jours, elle sera au-dessus de vous et vous serez rien. Donc respectez tout le monde, ne soyez pas dans une hiérarchie de j'ai plus d'argent, j'ai plus d'influence ou quoi que ce soit. Tous les gens sont au même niveau, genre. En tout cas, nous on considère les gens tous au même niveau. Même la sécurité. Voilà, vous dites bonjour, au revoir, vous leur souriez, vous leur parlez. On vous dit pas de passer 4 heures et d'apprendre la vie de tout le monde et de savoir s'ils ont 5 enfants. Juste un bonjour, un merci, un au revoir, un bonne journée, c'est déjà hyper important et eux, ça leur fait plaisir parce que ils sont extrêmement maltraités dans cette industrie-là et même dans d'autres industries. Donc par pitié, traitez bien les gens. Puis en plus, vous allez vous faire mieux voir, quoi. C'est juste du respect de base. Voilà. Faut savoir qu'un défilé, ça ne se fait pas n'importe comment. Qu'il y a vraiment un journée type, une structure, voilà, exactement. Ça se fait pas en un claquement de doigts. Il y a plusieurs étapes clés. Première étape, on va avoir la préparation, donc le casting des mannequins. Donc il est organisé avec des répétitions intensives pour ajuster les chorégraphies, les timings, les types de présentation. On va avoir dans toute cette préparation le choix des musiques, des décors, des éclairages, créer une véritable ambiance. Le jour J, le jour l'un des plus importants et des plus stressants, les mannequins vont défiler devant le public qui est trié sur le volet. Ah bah ça. Voilà. On va avoir évidemment les journalistes, les vendeurs, les acheteurs, les influenceurs, les célébrités qui vont découvrir les collections en quelques minutes. Ça va jamais plus loin. Depuis André, oui. Exactement. Souvent accompagné d'une pseudo-mise en scène. En fonction des créateurs. Exactement, soigné ou non. Après le défilé, il va falloir gérer les relations presse, les photos, que ce soit des défilés, les photos qui paraissent dans la presse, ou alors les photos des invités qui sont habillés dans la marque et souvent avec la nouvelle collection. Tout ça pour amplifier l'impact culturel du défilé. Les équipes commerciales commencent aussi à prendre des contacts pour les commandes, donc on le disait pour les acheteurs. Donc voilà, ça c'est tout ce qui se passe pour un défilé. Donc on a la partie préparation, on a la partie jour J et on a la partie après. Et il y a aussi différents types de défilés. Alors déjà on a forcément la haute couture que vous connaissez tous, collection exclusive, fabriquée à la main, luxueux, très limité, évidemment principalement exposé à Paris. Le prêt-à-porter aussi que vous connaissez tous et non pas du prêt-à-porter Zara mais du vrai prêt-à-porter, enfin on s'entend, avec des collections produites en série et beaucoup plus accessibles, on s'entend. On a évidemment les collections masculines, on a les défilés jeunes créateurs aussi. Ouais, qui sont souvent sous forme, inscrits comme étant des présentations qui sont pas en mode défilé. Les présentations, il faut savoir que ça dure souvent, la forme standard
d'une présentation, c'est toute la journée dans des showrooms, tu peux aller voir. La plupart du temps, il n'y a pas forcément de mannequins. Enfin voilà, c'est pas des formes figées les présentations. Il y a plusieurs formes. Et on a évidemment le rôle des acteurs de la Fashion Week. Oui, puisqu'on a beaucoup d'acteurs. Donc ça, on va en citer quelques-uns. Shout out à tous les acteurs de tout ça, on le disait au début, mais vraiment, on pense fort à vous et grand courage. Donc on a bien évidemment les mannequins qui permettent d'interpréter les collections avec leur corps. On va avoir les créateurs et les directeurs artistiques qui, eux, vont conceptualiser, visionner les collections. On va avoir les acheteurs professionnels, donc on en parlait, qui sélectionnent et commandent les pièces pour leur boutique. Les journalistes et influenceurs qui vont communiquer les tendances et les diffuser. Les photographes et techniciens qui capturent pour les photographes les images et pour les techniciens qui mettent en valeur visuellement ce qui se passe dans le défilé. Et on va avoir aussi les organisateurs, donc les agences de presse, Carla Auto, Lucien Pagès pour Paris pour les plus grosses, qui vont du coup gérer toute la logistique de mise en place, gérer la communication entre les équipes, qui vont sécuriser, qui vont gérer l'accueil des invités, le placement des invités. C'est un travail extrêmement compliqué et long. D'ailleurs, Lucien, sur son TikTok, il montre à quel point c'est compliqué de placer les gens en fonction des affinités, tout ça, en fonction de ce qu'ils font dans la vie et tout, et que souvent c'est une galère. Donc on pense beaucoup à toutes les équipes qui travaillent là-dessus. Gros courage. Moi j'aimerais bien qu'ils fassent genre au hasard. Ouais. Genre Anna Wintour, 3e rang, mais juste pour rire. Ouais, non mais je mettrais des gens qui sont en embrouille. Ouais. Lucien, si tu passes par là. Mais des gens en embrouille entre eux. Non, il est trop scolaire. Tout le monde en embrouille. Ouais, mais ils sont hypocrites. Ouais, ils sont grave hypocrites. Ils se tiennent bien. Il y a aussi le choix des lieux et des aménagements. Les défilés sont souvent dans des lieux très précis. Ça va dépendre. Mais assez emblématiques, avec une histoire. Normalement, c'est censé aussi évoquer la collection, le lieu. Enfin voilà. Ça implique donc toute une mise en place de décors toujours plus spectaculaires pour certains, mais normalement. Bon, on a vu des ptérodactyles. Des installations techniques, lumière, son, images, tout ce que vous voulez. Enfin bon, bref, tous les gens qu'on ne voit pas. Les zones dédiées aussi aux coulisses. Je veux trop y aller. Il se passe tellement de choses. Vous seriez choqués. Et bien évidemment, des endroits conçus pour les créateurs, les mannequins, tout ça, qui sont spécifiques pour leurs besoins. Il faut aussi coordonner l'ensemble des équipes. C'est pour ça que vous voyez des gens souvent avec des oreillettes. 4 iPhones, des oreillettes, ça c'est... Derrière le podium, c'est une centaine de personnes environ qui travaillent, qui sont mobilisées. Donc techniciens, stylistes, maquilleurs, coiffeurs, chefs d'équipe, agents de sécurité, personnel d'accueil, logisticiens. Donc leur travail est orchestré avec une extrême précision et une extrême rigueur pour que tout se passe bien. Parce que pour le coup, si ça se passe mal, c'est chaud. C'est chaud. Remember quand ils sont tous cassés la gueule quand les ventes n'est pas. C'est souvent comparable à une opération militaire. On a vraiment une synchronisation qui est cruciale. Vraiment que les mannequins partent au bon moment, avec la bonne musique, la bonne lumière. Et en fait, on le voit visuellement quand il y a un problème. Que par exemple, les mannequins marchent trop vite, ou que le son est pas au bon moment, ou que la lumière, machin. Ça se voit. Ça se voit immédiatement. C'est horrible. Et c'est pour ça que c'est vraiment très compliqué, que c'est beaucoup de stress pour ces gens-là et qu'on pense énormément à eux parce que ça doit être extrêmement compliqué de subir toute cette charge mentale. On a bien évidemment la gestion des backstage. J'aimerais trop aller en backstage. S'il y a des agences de presse qui nous regardent, tout ça, n'hésitez pas à nous inviter en backstage. Ça serait hyper drôle. On veut venir tourner des vidéos en backstage. C'est une zone stratégique où se font bien évidemment tous les essayages, les retouches, la préparation des mannequins, donc maquillage, coiffure, tout ça. Les répétitions de dernière minute entre la mannequin qui était malade, l'autre qui était à Porto Rico, enfin voilà, il y a le dernier défilé quand même de préparation avant le moment crucial. Ouais, c'est juste un endroit chill où on peut stocker des trucs, où on peut faire ces trucs, ces machins, ces bidules. Enfin bref, c'est un endroit qui est censé être chill. C'est la folie. Il faut aussi avoir une très bonne gestion du timing sur les Fashion Week, ce qui n'arrive jamais. Ils sont toujours en retard, sachez le minimum un quart d'heure, et pour les plus gros, ça peut aller à 1 heure, voire 1h30. Oh, Louis Vuitton, ils ont fait 2 heures, non Le calendrier est extrêmement serré, avec plusieurs défilés par jour, on le disait, et donc il faut gérer l'enchaînement des présentations, avec des marches qui sont souvent extrêmement étroites, on le disait, c'est souvent par une demi-heure à 1 heure de battement. Enfin, du battement. On s'entend, il n'y a pas de battement. Le défilé, il est à 15h, l'autre, il est à 15h30. Voilà, et il faut se rendre compte que parfois, il y a des mannequins qui sont sur le défilé de 15h, qui doivent être au défilé de 15h30. Donc c'est pour ça qu'il y a souvent des petits soucis techniques et qu'il y a beaucoup de retard. On pense à tout. Voilà. On a évidemment la question de tout ce qui est sécurité et la gestion des invités et aussi éventuellement des gens devant, parce que c'est quand même compliqué. On a une liste d'invités qui est restreinte. Les VIP. On a les célébrités, les journalistes, les influenceurs, bref, tout le gratin. La sécurité est vachement renforcée quand même ces dernières années. Surtout pour les gros shows. Exactement. On va avoir un contrôle avec invitation, QR code, pièce d'identité, mail. Bien évidemment, tout ça, ça demande une logistique assez phénoménale. Le transport, donc on a besoin d'un transport sécurisé des collections jusqu'au défilé et après le retour aux ateliers, puisque
c'est des pièces qui sont souvent extrêmement précieuses et très chères, notamment pour la haute couture. Donc ça nécessite des professionnels spécialisés pour gérer le transport, le stockage, la manutention et l'installation, à la fois des vêtements mais aussi des éléments de décor qui sont parfois réalisés par des artistes, et ce pour chacun des défilés. Et bien évidemment, on a aussi les partenaires spécialisés. Donc là, c'est les agences événementielles qui sont dédiées, qui pilotent toute la production en gros. Elles travaillent en étroite collaboration avec toutes les marques et la Fashion Week en fait, tout simplement, et aussi avec les lieux de présentation pour coordonner tous les aspects logistiques que ça demande. Bien évidemment, le monde a changé et donc la Fashion Week aussi a dû faire face entre guillemets à ces changements. On va avoir des évolutions récentes autour de la Fashion Week avec des évolutions technologiques majeures, un renouvellement des acteurs et un engagement croissant en faveur de la durabilité, notamment avec les questions environnementales, tout en répondant à des critiques liées à son modèle économique et social. Donc on va avoir dans un premier temps la transition digitale qui est aujourd'hui au cœur des Fashion Week, avec des événements qui intègrent des live streams, notamment sur Instagram et compagnie, sur Twitch aussi, on pense au défilé Copernic. On va avoir la réalité augmentée, la réalité virtuelle et des expériences immersives. Et ce mariage entre technologie et artisanat ouvre la voie à une mode qui est dite figitale, donc physique et digitale, accessible mondialement via, donc on lui disait, les diffusions en direct, plateformes interactives. Et donc ça transforme radicalement l'expérience spectateur-client. D'ailleurs, ça a augmenté de 30% d'auditeurs, de clients, de tout ce que tu veux, enfin bref, de gens qui se... d'intérêt, c'est ça, en faisant tous ces trucs digitaux. On attire un nouveau public. Exactement. Forcément un public plus jeune, très lié à la sphère réseaux sociaux et tout. Et c'est notamment lié à la montée en puissance des influenceurs, qui sont des nouveaux acteurs qui utilisent les réseaux sociaux et les plateformes digitales, capter l'attention d'un public plus jeune, d'un public plus grand aussi, plus large, et ça bouscule les circuits un petit peu traditionnels de la mode. Ça pose quand même une question sur l'écologie, l'avenir aussi de la nature, de la planète en fait tout simplement, avec tous ces déchets textiles. À la Paris Fashion Week, l'engagement durable s'inscrit désormais comme une évidence et surtout quelque chose d'ultra impératif. Beaucoup de maisons refusent des défilés physiques et vont privilégier des matières beaucoup plus éco-responsables, biologiques, écologiques, et ils vont intégrer des messages militants. On pense à Jeanne Friot, qu'on adore. On adore. Si tu passes par là, Jeanne. Ouais, de fou, cœur. Ah, tu la tutoies? Moi, je la vois à chaque fois. Ah ouais, je sais pas. La Fashion Week, malgré son prestige et son rôle central dans la mode, dans l'innovation, dans tout ça, fait quand même l'objet de nombreuses critiques qu'on comprend totalement et qu'on critique aussi, puisque ça souligne... Enfin, il y a des contradictions qui sont vachement soulignées quand même entre je veux que ce soit ultra inclusif, je veux que ce soit ultra woke. La diversité. Et qui, au final, on se retrouve avec de la pollution textile, du colorant, EH, je sais pas quoi. En fait, on lui reproche son exclusivité et son élitisme, puisque l'accès reste quand même réservé à un cercle restreint de célébrités, de médias et d'acheteurs qui sont triés véritablement à la pince. Donc ça renforce l'image d'un événement qui est fermé, même si on va avoir les réseaux sociaux, mais on a encore cette idée de société d'exclusion, puisque on rejette une certaine partie de la population. Son rythme effréné qui impose forcément production de plusieurs collections par an et qui du coup génère à la fois une pression sur les créateurs, sur toutes les équipes, sur tout ça, mais aussi pose des questions sur les concepts de durabilité et d'éco-responsabilité, puisque l'impact écologique est énormément pointé du doigt. Déplacements internationaux, logistique lourde, surproduction, et donc ça contribue à générer une empreinte carbone qui est énorme. Dans un contexte où l'industrie est sommée d'adopter des pratiques beaucoup plus responsables, beaucoup plus durables. Bien évidemment, sur le plan social, les marques manquent énormément de diversité. L'inclusion reste vraiment un gros problème dans les Fashion Week, n'importe lesquelles. Il y a une représentation extrêmement quand même limitée des différents corps, des différents genres, des différentes personnes en fait, tout simplement. Et il y a un réel décalage avec ce qu'attend la société et ce que propose du coup la mode et
propose tous ces plans sociaux, etc., qui sont complètement à l'inverse, en fait, on va dire, de ce que tout le monde attend, c'est-à-dire la paix, l'amour et la joie. Par ailleurs, certains dénoncent la commercialisation excessive, accusant la Fashion Week de dérive, et surtout de privilégier certaines collections à d'autres, au détriment de l'innovation qu'on peut avoir sur certains petits défilés. On pense notamment, encore une fois, à Jeanne Friot, à Durand l'Antique. Matière fécale. Ouais, bref, vous voyez de qui on parle. Et ces critiques posent véritablement un enjeu, puisqu'il y a vraiment une nécessité pour ces événements de rester sur une certaine vitrine un peu créative. Voilà, tout en réduisant son impact environnemental. Et en élargissant la diversité et en trouvant un équilibre entre art et notion de rentabilité, d'économie, exactement, afin de conserver la pertinence culturelle de l'événement, mais aussi de rentrer dans les enjeux économiques qui concernent plus particulièrement les marques, dans un secteur en pleine mutation. Le questionnement pour son avenir est assez vif, puisque certains s'interrogent sur la pertinence d'un modèle traditionnel dans un monde où la mode digitale et les formats hybrides s'imposent. Il y a la question de l'orientation future vers des cycles de production plus intelligents, une inclusion renforcée, ainsi que le développement réel de formats hybrides alliant présentiel et digital. Et ça apparaît véritablement comme des innovations clés attendues pour maintenir la Fashion Week au cœur de l'industrie, tout en répondant aux enjeux écologiques, sociaux, économiques qui bouleversent le secteur et la société de nos jours. La Fashion Week est une institution majeure qui mêle une richesse historique, on en a parlé, voilà, incomparable, et une influence évidemment culturelle, médiatique, économique, enfin tout ça. Ouais, voilà. Historiquement, elle va prendre ses racines après-guerre à New York, et ça se développe à dans Paris, les autres capitales, dans les autres capitales, tout ça. C'est une vitrine mondiale de l'innovation quand même. Ouais. Faut quand même l'avouer. C'est un moment fort de diffusion d'images et de récits qui est largement amplifié aujourd'hui avec les réseaux sociaux. Économiquement, vous l'avez bien compris, elle génère des millions voire des milliards d'euros. Et donc voilà, donc on le disait un petit peu, là on conclut, mais du coup c'est un événement qui doit se repenser, même si c'est un événement emblématique, tout ça, tout ce qu'on veut, c'est un événement qui doit quand même se repenser, puisque au cœur de mutations particulières, dans une société qui se transforme, donc elle aussi se transformer, ne plus rester dans cette forme traditionnelle, ce carcan de manière de faire. Est-ce qu'on a besoin de faire voler tous ces gens de tout le monde entier jusqu'à Paris ou à que sais-je endroit pour pouvoir faire les défilés? Est-ce qu'on peut pas les inviter justement en distanciel ou quoi que ce soit, comme ça a pu être fait pendant le confinement? Globalement, je pense qu'on est sur la fin de l'épisode. Ouais, mais il y a un truc qu'on a oublié parce qu'on n'a pas dit, parce que tout à l'heure j'ai dit on reviendra dessus, et souvent je dis on reviendra dessus mais on revient jamais dessus. Vas-y, c'est sur quoi tu voulais c'est que chaque grande capitale a des spécificités, et du coup je les ai, donc je vais vous les dire. Donc on conclura sur le fait que chaque Fashion Week dans les grandes capitales a entre guillemets un thème ou quelque chose à respecter. On a bien évidemment New York. New York, c'est vraiment le prêt-à-porter. C'est l'urbain, le commercial, c'est tout ça, c'est toute cette culture en fait, entre guillemets lycée de la rue en fait, à New York. Street. Exactement. C'est cette Fashion Week là, qui a propulsé Calvin Klein ou encore Ralph Lauren. On a Milan, c'est l'industrie du textile, du savoir-faire, du cuir. On a Londres aussi, qui est une plateforme des jeunes talents, ça je pense que vous l'avez tous bien compris. Voilà, et ça continue toujours, notamment avec la St. Martin's School. Et puis on a Paris qui, voilà. Notre Paris. Exactement, qui, oui, enfin bon, parfois faudrait quand même qu'elle se réinvente un peu, qu'elle est toujours avec son petit prestige, sa petite haute couture. L'élégance. Exactement, les maisons historiques. Les maisons historiques ne font pas toutes les Fashion Week, mais elles le font toutes à Paris. Enfin, toutes celles qui sont à la Fashion Week le font à Paris. Ouais. D'ailleurs, en 2019, il y a eu une étude de la SFDA qui estime que ces 4 grandes capitales représentent 80% du marché global de la mode haut de gamme. Bah voilà. Voilà. Je pense qu'on vous a raconté pas mal de trucs sur la Fashion Week. Ouais. On espère que maintenant vous comprenez ce que c'est la Fashion Week, quels sont les enjeux, de quand ça date, pourquoi est-ce que c'est là, quand ça se passe, qu'est-ce qu'il y a derrière. Vous pensez que ça va perdurer ou pas? Ouais, voilà, très bonne question. Qu'est-ce que vous pensez vous? Parce que du coup, nous on a un peu dit qu'il fallait qu'elle change, qu'il fallait qu'elle se renouvelle, mais vous, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous avez à apporter à cet épisode? N'hésitez pas à... Voilà, dites-nous, on va s'arrêter là. Ouais. Comme d'habitude, les petites YouTubades. Ouais, donc likez, commentez, partagez, abonnez-vous. Voilà. On active la cloche des notifications. C'est Bilal Hassani. Bah c'est tout, on se dit ça y est, on s'arrête là. Voilà, on va faire une autre vidéo là juste après. Juste après. On va aller chercher à manger. On vous dit au revoir et on vous fait des bisous. Miniature. Ah oui, putain.